Je suis très touchée. Je suis très contente aussi d'être ici parmi certain nombre d'entre vous que je connais bien, puisqu'on travaille quand même depuis maintenant aussi assez longtemps ensemble. Alors le livre qui va paraître, c'est en effet un peu la prolongation du premier sur visionnaire, voyante, visionnaire et guérisseux. Ça s'appellera simplement Une histoire de la voyance et du paranormal du 18e à nos jours. C'est-à-dire que j'ai prolongé jusqu'à nos jours, donc cette histoire-là. Ça paraîtra au Seuil en janvier, comme il se doit, au moment où on reparle de la voyance. Mais bon, c'est pas uniquement pour cette raison. Donc ce soir, je vais essayer de définir le territoire conceptuel de la voyance en cernant les frontières, parce que je crois qu'il y a énormément d'amalgames, de confusion dans les termes. Donc je parlerai à la fois de l'astrologie, de diverses croyances, du spiritisme, de la théosophie, des nouvelles croyances du New Age actuellement, mais aussi du paranormal qui est toujours aux frontières de cette voyance, qui oscille entre savoir et croyance. Et donc j'essaierai de comprendre, en tant qu'historienne justement, ces phénomènes en les replaçant dans un temps long. Je remonterai plus particulièrement jusqu'au 18e, et je ferai quand même une incursion un petit peu auparavant, vous allez le voir, pour l'astrologie, pour ouvrir sur une compréhension sociale, culturelle, religieuse, voire politique. Et en effet, je crois que la compréhension de l'émergence et du développement de ce qu'on appelle la voyance ne peut être dissociée ni des conditions de sa production, de son observation, ni de l'évolution des sciences, ni des pratiques sociales et culturelles du lieu et du temps où cette voyance se déploie. Sinon, on va parler du chamanisme, de la piti. Bon, c'est la voyance, mais c'est pas la même chose et c'est en même temps la même chose. Donc, j'évoquerai ici très succinctement, mais quand même, je crois que c'est indispensable, les formes de voyance dans une Europe chrétienne du Moyen-Âge et de l'Europe moderne. Et puis, je resterai toujours sur ces territoires d'une Europe occidentale chrétienne en allant jusqu'au monde nord-américain, États-Unis et Canada, qui ont une culture quand même assez semblable. Mais je n'irai pas sur d'autres territoires que je ne connais pas tout simplement. Donc, je vais d'abord parler de cette Europe chrétienne, du Moyen-Âge et de la période moderne. En effet, vous le savez, la voyance a été bien souvent considérée comme diabolique, relevant au mieux de pratiques magiques et de sorcellerie, et les états modifiés de conscience, en particulier toutes les formes de transe, ont été largement interprétés comme des phénomènes de possession, et ce jusqu'au 19e, voire jusqu'au 20e siècle. Et le pouvoir religieux et politique a aussi largement brûlé les sorcières. Il a brutalisé les possédés pendant longtemps et il a théâtralisé leur exorcisme. La divination a cependant usé depuis longtemps de procédés divinatoires avec une très large palette de techniques. Alors je citerai la divination par le miroir, par les réceptions d'eau claire, par la flamme, la lumière d'une chandelle, la géomancie aussi, qui est la divination par les pierres. On jette des cailloux, on rejoint des points marqués formant des figures qu'on va interpréter. Et sur ces thèmes et ces pratiques magiques, le discours médiéval est assez ambivalent, rejoignant là aussi des figures antiques, archaïques et des références religieuses plus précises. On va joindre par exemple la Vierge Marie et Proserpine, les anges et les démons. On va s'appuyer aussi sur des enfants, ce qu'on appelait les enfants médiums, qui étaient censés voir à travers les flammes des anges ou des démons. Et vous savez sans doute que Jeanne d'Arc a été à maintes reprises lors de son procès accusée de sorcellerie et de communication avec les saintes qu'elle révérait, qui étaient Sainte Catherine et Sainte Marguerite, à travers des flammes de bougies, évidemment, dont elle usait. Et puis, il y a d'autres techniques aussi qui sont utilisées. La chiromancie, dont je reparlerai, donc les lignes de la main, et la physiognomonie, dont vous avez ici des exemples, un peu plus tardifs d'ailleurs, c'est-à-dire la capacité à lire sur un visage et sur le corps, sur des signes corporels, à lire donc le passé et l'avenir de la personne. Vous ressemblez à un cochon, à un chat, et en fonction de cela, on va prédire un certain nombre de choses. Et tout cela, en général, chiromancie du moins et physiognomonie, est référé aux astres. Et en effet, l'astrologie est très largement pratiquée. Alors là, il faudrait remonter aux Chaldéens, aux Grecs, aux Romains, et puis
en particulier pour le nom des planètes, qui vont s'actualiser et se renouveler en conservant quand même leurs liens religieux. Et la mythologie devient une des composantes majeures dans laquelle prennent sens les propriétés astrales. Vous savez que Mars, enfin vous savez, si vous lisez votre horoscope, mais je pense que qui de nous n'a pas lu son horoscope, Mars représente, enfin du moins est associé à la guerre et à la colère, Saturne à la mélancolie. Tout cela fait référence évidemment à une mythologie romaine. Et puis par ailleurs grecque, mais les noms là sont romanisés. Alors l'Église s'oppose d'abord à l'astrologie comme païenne et contraire au libre arbitre qu'à l'homme. Puis on va avoir avec Thomas, donc le thomisme au XIIe siècle, un compromis, c'est-à-dire que les astres inclinent mais ne nécessitent pas. Donc les hommes gardent une liberté et Dieu en dernière instance décide. Et c'est intéressant de voir que dans le discours astrologique actuel, on a cette même idée, c'est-à-dire que les astres inclinent mais nous restons libres, alors selon les astrologues évidemment. Face à cette autorisation, si je puis dire, l'astrologie va prendre énormément d'importance au Moyen-Âge jusqu'au temps moderne. On a deux types d'astrologie, l'astrologie judiciaire qui participe justement du jugement des astres, c'est-à-dire c'est elle qui prédit le destin des hommes, et donc qui fait les horoscopes, et puis ce qu'on appelle l'astrologie naturelle qui est, à cette époque-là, pratiquement l'équivalent de l'astronomie, puisque on ne sait encore pas grand-chose. Bon, les opinions sont encore, disons plutôt encore, partagées, et on a une première condamnation globale de l'astrologie, des ouvrages notamment d'un astrologue très célèbre à l'époque qui s'appelle Simon de Farre, en 1494. Et c'est un premier moment important parce que c'est une condamnation du recours que les politiques, les grands, ont à ces pouvoirs informels, sans doute d'ailleurs pour pallier la fragilité des États encore immatures de cette époque. Et c'est tout de même un premier moment, un premier coup d'arrêt, au moins pour les magiciens et les sorcières, c'est-à-dire les astrologues, disons, charlatans. L'astrologie n'est tout de même pas mise à mal encore à cette époque-là. Au contraire, je dirais, elle va être liée notamment à une vision des médecins. Déjà, Hippocrate et Galien faisaient des analogies entre le corps humain et l'univers, microcosme et macrocosme. S'ajouteront les théories de Paracelse et puis, bien sûr, de Michel de Notre-Dame, Nostradamus, qui est lui aussi médecin, astrologue, poète aussi, et qui donc sera tout à fait important dans ce domaine. La certitude donc que les astres ont un pouvoir sur les hommes perdure. Et elle perdure malgré, par exemple, les découvertes de Copernic, qui va affirmer pour la première fois que la Terre est en mouvement de rotation sur elle-même et de révolution autour du Soleil. On le dit, il le dit, ce n'est pas entendu dans le temps même de son discours. Et celui qui le dira, qui l'affirmera d'une manière très révolutionnaire d'ailleurs, Giordano Bruno, sera brûlé en 1600. Et Galilée, vous le savez, se gardera bien d'aller jusqu'au bout de ses théories, craignant que lui aussi, on le brûle. Toutefois, ces découvertes, celles de Kepler et de Galilée, vont bouleverser peu à peu les conceptions des astrologues. Et on peut dire qu'à la fin du XVIIe siècle, enfin disons après 1660, c'est quasiment chose faite. L'astrologie ne sera plus pratiquée par des savants, par des astronomes, et la dissociation se fera de plus en plus fortement, et l'astrologie va commencer à dériver vers des pratiques magiques. C'est l'affaire des poisons qui va déterminer l'édiction d'une ordonnance royale par Louis XIV. Cette fois, l'État est fort, il peut résister, et c'est la fameuse, alors elle est fameuse pour ceux qui travaillent sur ce domaine de la voyance, ordonnance de 1682. Ce texte devient une référence pour plus d'un siècle. Il condamne, je cite, les devins, magiciens et enchanteurs qui exploitent la crédulité publique sous prétexte d'horoscope et de divination. C'est le terme de divination qui est utilisé. Et toute personne se mêlant de deviner et se disant devin ou devineresse videront incessamment le royaume. Alors, c'est important parce que, d'une part, on ne brûlera plus à partir de ce moment-là les sorcières. Bon, c'est quand même un acquis, évidemment,
ce domaine-là. Et pour les femmes, le pouvoir institutionnel et politique de l'astrologie et, disons, scientifique s'achève aussi à ce moment-là. Et commence le règne de l'astrologue voyant et charlatan, qui perdure jusqu'à nos jours. Donc je crois que là c'était indispensable de faire ce rappel pour montrer des résurgences que je vais évoquer. Alors par ailleurs, un certain type de voyance survit, les horoscopes, on en fera toujours, je vous en reparlerai un tout petit peu, mais un autre type de voyance survit, celle qui postule que l'univers est un ensemble de signes que l'homme peut déchiffrer. C'est-à-dire c'est du côté de l'occultisme ou de l'ésotérisme, selon les termes que l'on utilise, et ce type de voyance conserve des références d'une pensée analogique, donc revivifiant des correspondances entre des signes de l'univers, des signes du corps et votre avenir ou votre présent. Et donc, à partir du XVIIIe siècle, la voyance va se trouver immergée dans cette mouvance, disons, ésotérique, ou occultiste, et puis elle va se trouver immergée aussi dans les découvertes du somnambulisme magnétique. Et ça, c'est vraiment un moment très important. Ce somnambulisme magnétique, il est découvert en 1784 par le marquis de Puységur. Alors vous connaissez sans doute cette histoire. Il faut remonter là un tout petit peu auparavant, de Mesmer, Franz Anton Mesmer. Vous avez un baquet en bas dans l'exposition. Franz Anton Mesmer est un médecin qui meurt en 1815, donc c'est un homme il est né en 1734, c'est vraiment un homme du XVIIIe siècle, avec les idées du XVIIIe siècle. Il est médecin donc à Vienne, en Autriche, et pour diverses raisons, cet ami de Mozart, franc-maçon d'ailleurs comme lui, va émigrer à Paris en 1778. Et là, il va soigner selon sa théorie. Alors sa théorie est très simple, et c'est aussi pour cela qu'elle est très appréciée. Elle tient à la fois de la physique et de la médecine, de Newton et de Paracels. Et elle a une très forte logique interne. Pour lui, l'univers baigne dans un fluide qui permet la propagation de courants d'énergie. C'est le moment aussi où on découvre l'électricité, n'oubliez pas, à la fin du XVIIIe. Et ces courants d'énergie pénètrent tous les corps, inanimés, mais aussi vivants. Et le corps humain est pris donc dans ces flux et ces reflux de fluides. Et ces flux et ces reflux de fluides, Mesmer les nomme magnétisme animal par rapport au magnétisme minéral, puisque vous savez que si je prends la bouteille et que je la lâche, elle va tomber, qu'il y a une attraction, bien sûr, terrestre. Donc, pour lui, les corps vivants sont capables de recevoir, de propager, même d'augmenter, de concentrer, de rediffuser ce fluide. Et si on est malade, c'est très simple, c'est parce qu'il y a engorgement ou qu'il n'y a pas assez de fluide dans notre corps. Donc il suffit qu'un médecin qui a une bonne énergie, un bon fluide, Mesmer là, et puis un certain nombre d'entre les hommes l'ont, il suffit de pallier ces déséquilibres pour guérir. On fait donc des passes magnétiques, c'est-à-dire que le médecin prend son patient entre ses deux genoux, le patient se place entre les deux genoux du médecin, et il lui fait des passes avec les mains, et ces mains sont censées réharmoniser le fluide. C'est lent, c'est long, et donc Mesmer va inventer le baquet. Ce baquet, c'est une cuve de bois recouverte parfois de marqueterie. Celle que vous avez mise en bas n'est pas aussi belle, mais elle était destinée aux pauvres sans doute, parce que il y avait des baquets pour les pauvres et des baquets pour les riches. Ça coûtait très cher quand c'était Mesmer qui vous soignait. Et donc, ce baquet est rempli de limailles de fer, de verre pilé, et le tout magnétisé par les soins de Mesmer. Et en sorte des sortes de tiges de fer avec un bec de canard. Les gens s'accrochent dessus et se tiennent donc en cercle. Ils se tiennent aussi les mains, et ils sont parfois en plus enroulés autour de cordes. Et Mesmer passe autour, les touche par une baguette ou avec les mains. Tout cela dans une pénombre adéquate, et une musique diffusée, souvent d'ailleurs créée par Mozart lui-même, diffusée par un harmonica de verre, qui est une énorme machine, il ne faut pas vous imaginer le petit harmonica. Donc tout cela conduit à des crises corporelles qui sont dites salvatrices, et quand la crise est trop grande, on vous emmène dans une petite salle de crise pour que tout se passe bien, et vous en sortez guéri.
On y convulse et on en guérit, et on guérit de ces maladies. Alors ce nouveau mode thérapeutique original intrigue, attire beaucoup. Toute l'aristocratie, on dit même, c'est Dumas qui l'a dit, mais enfin Alexandre qui l'a dit, mais que Marie-Antoinette a été à ce baquet. Bon, c'est fort possible, on n'en a évidemment aucune preuve, puisqu'il ne tenait pas de livre de la loi comme le feront les psychiatres ensuite. Et ce mode thérapeutique, aussi simple, inquiète les autorités scientifiques, médicales et politiques. Et en mars 84, Louis XVI va demander à des commissions de statuer là-dessus. Donc il réunit des médecins venant de la faculté de médecine, de l'Académie des sciences et de la Société royale de médecine. Donc vraiment le Gotha de la science de cette fin du XVIIIe. Bon, la révolution scientifique a déjà eu lieu, enfin c'est pas une révolution évidemment comme une révolution politique, mais on a évidemment déjà des notions assez importantes quant aux expérimentations. Et ces membres donc vont examiner ce traitement magnétique, savoir si le fluide existe. Ils répondent non. Est-ce que le traitement est efficace? Dans l'ensemble, ils disent oui, mais c'est l'imagination, c'est l'imitation, c'est l'attouchement. Donc, en gros, non. Il n'y a qu'un homme un de ses membres, Antoine Laurent de Jussieu, que vous connaissez sans doute, qui refuse de signer et qui dit si il y a quelque chose qui se passe, une chaleur animale qui pourrait avoir des effets bénéfiques sur l'individu. Donc, le magnétisme animal n'est pas interdit, mais bon, on le vide un peu de sa substance. Bon, ce qui est intéressant pour nous ici, c'est que Mesmer a fait des émules, il donnait des cours qui vendaient très cher d'ailleurs, et un de ces émules s'appelle, c'est un colonel un colonel d'artillerie qui s'appelle Amand Marc Jacques de Chastenay, marquis de Puységur, avait pris, donc il n'est pas médecin, hein, mais il avait pris ses cours et il expérimentait le magnétisme sur les gens de son grand domaine de Buzancy, près de Soissons. Et un jour, en soignant un de ses valets de ferme qui était atteint d'une maladie, son valet s'endort. Et il s'endort, mais il a un sommeil qu'il va appeler lucide, parce qu'il s'endort, mais il parle. Et cet homme dit voir sa maladie à l'intérieur de lui-même, dit ce qu'il a, se prescrit des médicaments, oui, disons une thérapeutique, et dit qu'il guérira tel jour à telle heure. Tout ça se passera exactement comme cela. Et à la suite de ces gestes, Puységur recommencera et va nommer ce sommeil lucide somnambulisme par rapport au somnambulisme naturel et magnétique par rapport au magnétisme. Et dans cet état, donc, dans cet état modifié de conscience, les gens vont voir l'intérieur de leur corps, des corps des autres, donc ils sont guérisseurs, ou ils se disent guérisseurs. Ils vont souvent travailler avec des médecins d'ailleurs et avec des officiers de santé. Mais très vite, un certain nombre vont dire qu'ils voient l'avenir, qu'ils sortent de leur corps et qu'ils rencontrent la Vierge, des saints, des esprits, toutes sortes d'esprits, et qu'ils parlent avec eux, et ils vont donc devenir voyants, et ce sont surtout des femmes. Donc, on a d'un côté... vous voyez d'un côté un phénomène qui paraît scientifique à l'époque, hein, ça vient de la médecine, et puis de l'autre, ce phénomène de voyance qui va pouvoir renaître, je dirais, dans la modernité du XIXe siècle. Un XIXe siècle qui est quand même, du côté, pas, de moins en moins, plus on l'étudie du côté de la science, mais où la science, avec des guillemets, fait quand même beaucoup de progrès. Et donc, le métier de voyante, je le mets au féminin parce que ce sont essentiellement des femmes au XIXe siècle, le métier de voyante naît au XIXe siècle. Et on va avoir des voyantes sous le titre somnambule et somnambule magnétique qui vont se répandre. Le terme apparaît somnambule magnétique, somnambule extralucide, dans le Bottin de 1852, donc c'est vraiment répertorié. Alors en général, elles sont modistes, libraires, elles se cachent un petit peu, mais pas vraiment. Et ce terme de somnambule est absolument compris et usité jusqu'à la Grande Guerre. C'est-à-dire qu'il va disparaître, en 1919, on usera de médium, et je vous dirai pourquoi. Plutôt comment. Et ces somnambules, alors si vous lisez Balzac,
vous les trouvez tout le temps, mais il ne faut pas confondre avec la somnambule naturelle, hein, qui se lève la nuit. Si vous avez vu le dernier film, L'Aventure, vous en trouverez une. Ce sont ces somnambules magnétiques, donc c'est en fait l'équivalent de ce qui va être nommé en 1843 par James Braid, hypnose. Hein. James Braid va créer le mot d'hypnose, enfin le créer à partir du grec. Bon, c'est pas exactement la même chose, parce que là, je crois qu'il faut vraiment se situer dans le temps, mais c'est cet état modifié de conscience. Et donc, les voyantes renaissent. Hein. On a énormément de textes sur elles. Certaines écrivent, c'est pour ça que j'ai pu faire écrire ce livre, qui était ma thèse, en l'occurrence de doctorat, donc il y avait encore plus de pages. Elles gagnent assez bien leur vie. Les moins doués gagnent 50 centimes, mais d'autres gagnent 3, 5 francs, sachant qu'un ouvrier gagne à peu près 1 franc par jour. D'autres gagnent encore plus, et il y a quelques grandes figures. Alors, la grande figure, c'est Mademoiselle Lenormand. Je ne sais pas, ceux qui connaissent un peu, ont lu son nom. Alors, c'est intéressant parce qu'elle se réfère au somnambulisme, mais elle dit qu'elle a le somnambulisme, c'est-à-dire qu'elle l'a comme un don. Hein, c'est plus du tout une transformation, bien que, en général, ces somnambules voyantes, extralucides, disent qu'elles se transforment, c'est-à-dire elles touchent une boule de cristal, ou elles se mettent la main sur le front, ou elles touchent quelque chose qui les font passer dans un autre état, et là elles disent qu'elles voient. Mais beaucoup disent qu'elles ont le somnambulisme, hein, donc c'est une sorte de don, bien sûr, ce qui évidemment à l'origine n'est pas du tout ça. Puisque normalement tout le monde peut être, enfin presque tout le monde, mais là il faudra parler avec des médecins, peut être hypnotisé. Je pense que si vous êtes venu ici, déjà on vous en a parlé. Donc ces voyantes sont extrêmement connues. Là aussi Balzac figure Mademoiselle Lenormand sous une certaine Madame Fontaine, c'est exactement Mademoiselle Lenormand, et il en fait des descriptions tout à fait amusantes. On a donc toutes sortes de voyantes, quelques hommes quand même. Il y a le grand Alexis Didier. Bertrand Meheust a publié il y a en 2003, donc il y a 2 ans, un gros livre sur Alexis Didier. Il sous-titre son livre « Voyant prodigieux », et c'est en effet un voyant prodigieux. C'est-à-dire qu'il a vu, et on a énormément de comptes rendus, il a accumulé des observateurs et des succès, des visions à distance, à travers les corps opaques, des perceptions des pensées d'autrui, des lectures dans des livres fermés, des diagnostics médicaux, enfin, tout ce qui fait la voyance. Hein. Et donc quelques célébrités, et puis sinon énormément, des centaines et des centaines de voyantes qui s'installent. Alors, elles travaillent donc en disant qu'elles voient, donc elles ont ce don, mais elles gardent, je dirais, les outils ancestraux, c'est-à-dire le tarot, un jeu de cartes très classique, et puis la chiromancie. La chiromancie qui va réapparaître. Alors, quand je dis réapparaître, ça veut dire que c'est des résurgences. Hein. On l'a vu, c'est pour ça que je suis remontée un petit peu plus haut dans le temps. Elle va réapparaître dans les années 1840, avec la conviction toujours que l'on peut lire sur le corps les capacités intellectuelles et psychiques d'un être humain. Et là, donc, on va s'appuyer sur les recherches de Gall, la phrénologie, on en parle ici aussi, sur l'idée donc que sur le cerveau on peut lire des capacités, donc lire aussi votre destin, l'avatar, la résurgence de la physiognomonie, et donc la chiromancie va avoir ses lettres de noblesse avec 2 grands écrivains, auteurs, d'Arpentini, qui publie La chirognomonie ou l'art de reconnaître les tendances de l'intelligence d'après les formes de la main, c'est en 1855, et il publie donc un gros livre qui va être réédité vraiment constamment pendant tout le 19e siècle, jusqu'à nos jours d'ailleurs. Le fameux dictionnaire encyclopédique médical, par exemple, de Dechambres, cite d'Arpentini, et lui met en relation les formes des mains et les caractères ou qualités, en relation les formes des mains avec des grands hommes, avec les qualités de ces grands hommes ou de ces grandes femmes, parce qu'il traite de sang, par exemple. Et à partir de là, il tire des conclusions. Si le nœud qui lie votre 3e phalange, qui porte l'ongle à la seconde est saillant, vous avez de l'ordre dans les idées.
Alors, ça a une apparence scientifique, c'est-à-dire que, bon, bah oui, c'est comme ça, donc il doit y avoir un rapport avec votre cerveau, c'est toujours ces relations corps-esprit, hein, bon, et qui ne cessent pas, là aussi, bon, depuis que l'homme écrit, et même avant, pour ce que l'on peut en savoir. Alors, ces déductions sont toujours marquées avec par cette certitude, il a un aplomb absolument fantastique, on a l'impression que c'est vrai, enfin, ce qu'il dit, c'est vrai, ça ne peut pas être autrement. Et puis il y a un autre écrivain qui a plus de succès encore, qui s'appelle Desbarol. Je dis Desbarol, ça se prononce probablement Desbarol, qui lui publie un premier livre, c'est la chiromancie nouvelle, enfin avec un titre qui n'en finit plus, comme au 19e, qui est publié pour la première fois en 1859, et il est réédité jusqu'à nos jours. Je l'ai trouvé à la BN avec une édition à la Bibliothèque nationale, pardon, de Paris, avec une édition de 2000, et Madame Soleil, que tout le monde connaît, je vais en parler dans quelques instants, disait avoir lu son Desbarol. C'est-à-dire que, enfin, elle a écrit ses mémoires que j'ai lues, et elle disait avoir lu son Desbarol. Donc, il fait vraiment référence. Alors là, lui aussi fait des études très précises, et ce qui est intéressant, c'est qu'il relie chiromancie et astrologie. Et ça, je pense que nous le savons tous, les dénominations des mains portent trace de cette correspondance. Le majeur fait référence à Saturne, l'annulaire au Soleil, cela dit, vous voyez que je ne le sais pas parce que je suis obligée de lire mes notes, l'annulaire au Soleil, le renflement de la base du pouce, si ça on le sait, s'appelle le monde Vénus, celui du majeur, le monde Saturne, etc. Et la ligne de cœur, c'est la ligne de Vénus. Enfin bon, il y a toute une correspondance. Et l'iconographie, d'ailleurs, qui est publiée à ces moments-là, est très belle. Et Balzac, d'ailleurs, qui est un fin connaisseur, comme vous le savez, de ces choses-là, écrit, je cite, les 10 heures, et il le met au masculin, de Bonaventure confondraient en une seule science chiromancie, cartomancie et horoscopie. Donc on a bien ces chevauchements. Et on parle aussi de main saturnienne ou main lunaire ou main jupitérienne en fonction donc de la forme qui est faite. Cela dit, donc l'astrologie, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, n'est pas en vogue au XIXe siècle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'horoscope. Mademoiselle Lenormand, par exemple, en fait. Il y a aussi, bien sûr, les almanachs. Alors, tout le monde connaît les almanachs. Il faut planter à telle lunaison la salade, se couper les cheveux s'ils vont bon, etc. Et ça, c'est un autre travail d'ailleurs. Il y a un de mes collègues qui est en train de le faire sur cette astrologie-là, c'est-à-dire les liens entre l'agriculture et la culture populaire et l'astrologie. Donc, dans ces almanachs, il y a énormément de choses sur l'astrologie. Elle est aussi certainement pratiquée. Je pense que beaucoup d'entre nous ont lu la Chartreuse de Parme de Stendhal, et l'abbé Blanes est un fou d'astrologie. Relisez si vous ne l'avez pas en tête, et c'est tout à fait étonnant. Et il convainc Fabrice Daldongo d'un certain destin, parce qu'il lui prédit au début ce qui va lui arriver. Bon, souvent on passe à côté, c'est comme les somnambules magnétiques, mais c'est intéressant. Donc on a un véritable renouveau de la voyance dans cette première moitié du 19e. Alors elle s'appuie, vous le voyez, sur la science. Alors la science, je mets des guillemets partout, mais c'est quand même une science médicale et on pense que c'est possible à cette époque. Elle s'appuie aussi sur des changements majeurs. La Révolution française, alors même si elle est française, vous savez qu'elle a eu énormément d'échos ailleurs, c'est le passage de valeurs religieuses à des valeurs politiques, c'est l'approfondissement aussi de l'observation scientifique, l'émergence d'un sujet libre en France avec la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, aux États-Unis un petit peu avant, et tout cela donne des nouveaux contours à la conception de soi-même, donc des questions certainement très angoissantes, que certains, d'ailleurs, Dodds décrit déjà chez les Grecs au moment où, les Athéniens du moins, établissent la démocratie et ont besoin de références qui sont un peu floues, qui du moins se cassent du côté de la religion et qui cherchent ailleurs. Conception aussi nouvelle, on le sait, du temps lui-même. Il y a maintenant un ancien régime, le passé n'éclaire plus l'avenir pour beaucoup, et puis conception quand même très contradictoire aussi, puisque la crise révolutionnaire a réactivé des courants millénaristes et messianiques,
Et des chrétiens attendent des somnambules magnétiques qu'ils ou elles prophétisent de l'avenir. Je ne sais pas si vous avez lu les soirées de Saint-Pétersbourg de Joseph de Maistre, mais il y a là à la fois toute une divination et un recours au somnambulisme. Et les contre-révolutionnaires revivifiaient les croyances chrétiennes. Ils pratiquent beaucoup d'aristocrates en exil pratiquent le magnétisme. Dans l'armée, par exemple, le colonel d'artillerie de Puységur, Puységur plus exactement, est colonel d'artillerie, et c'est tout à fait fréquent dans l'armée de pratiquer le magnétisme et le somnambulisme. Et donc ces aristocrates l'ont pratiqué avec passion. Donc on a ce côté-là, et puis contradictoirement aussi, du côté du libéralisme, et plus encore des socialistes et des premiers socialistes français, c'est-à-dire ceux qu'on a appelés, à tort, je crois, utopiques, des gens comme Fourier, comme Saint-Simon, comme Owen, mais plus Saint-Simon et plus encore Fourier, ces hommes invitent à trouver dans l'ordre de la nature une régénération de type religieux et un nouveau principe d'organisation sociale. Et ils vont essayer de relier les hommes entre eux grâce à l'élaboration d'un nouveau christianisme, c'est un des titres d'un des ouvrages de Saint-Simon, adapté à son époque, qui réhabilite la chair, la religion et la science. Et beaucoup de somnambules de cette première époque du 19e, de somnambules magnétiques, connaissent bien Fourier, communiquent avec des extraterrestres disent que donc il y a des extramondes. Et elles construisent elles-mêmes, avec leurs magnétiseurs, qui sont en général des hommes, des utopies que j'appellerais extramondistes ou ultramondistes. Donc, toutes ces pratiques et ces réflexions multiples sur le somnambulisme magnétique qui existent vont amener les savants, là aussi avec des guillemets, du moins les instances scientifiques des premières décennies du 19e, à réfléchir à nouveau à ce phénomène. D'autant que en Prusse, dans les États allemands, en Russie, en Suède, en Hollande, il y a des chaires de médecine qui sont données à des magnétiseurs, enfin à des médecins magnétiseurs, un grand médecin. Donc on a une vision très différente de celle de la France. Et donc une commission va être à nouveau nommée en France en 1826 pour statuer sur le somnambulisme magnétique. Parce que finalement, en 1784, c'était le magnétisme qui avait été condamné. Mais le somnambulisme, il a été découvert la même année, donc on n'avait pas pu le condamner. Et cette commission va travailler, et en 1931, il y a un premier rapport qui dit oui, le somnambulisme magnétique existe et il a des effets. Mais ces conclusions sont mises sous le boisseau, et on va avoir une deuxième commission en 1835 qui, pour des différentes raisons, mais souvent plus en relation avec le pouvoir médical, avec le pouvoir social et avec aussi la morale, va condamner cette fois le somnambulisme magnétique en disant qu'il n'existe pas. Et donc, finalement, cette commission nie donc cette existence, et en 1840, les académies décident de refuser tout discours là-dessus, sans autre forme de procès. Alors, ce refus pose problème, mais c'est une question qu'on pourra poser peut-être tout à l'heure. Le fait est, c'est qu'on a à nouveau un nouveau basculement, c'est-à-dire que si la voyance si on avait pu continuer à étudier ces phénomènes, bon, ça va ressurgir sous l'hypnose, et ça ressurgit actuellement, évidemment, et c'est étudié, je pense que vous en avez eu écho dans certaines conférences. Du côté des voyantes, elles vont vraiment basculer vers le charlatanisme, enfin, elle l'était certainement, évidemment, auparavant, mais on va vraiment faire basculer la voyance du côté du charlatanisme et du côté de la croyance. Et d'autant plus et d'autant mieux, je dirais, que c'est à ce moment-là que va naître une croyance, le spiritisme, qui va réactiver cette voyance sous une autre forme. Alors là, le spiritisme, c'est donc une religion qui se dit scientifique, et c'est Allan Kardec, son prophète, qui le dit. Allan Kardec était un instituteur qui s'appelait Hippolyte Denisard-Riva, qui va être intéressé par le magnétisme, par le somnambulisme, et qui va être interrogé par le phénomène des tables tournantes, qui, elles, viennent des États-Unis. Alors là, c'est encore une autre histoire, j'en dis juste 2 mots parce que ce serait trop long. En 1848, aux États-Unis,
dans une maison d'Hydesville, près de New York, des coups frappés se font entendre dans les murs. Et deux filles qui sont là vont s'amuser à répondre à ces coups et mettre au point le fameux code, un coup CA, etc. Ces coups vont rapidement, là aussi, de manière assez complexe quand même, ne plus être frappés, enfin être toujours frappés dans les murs, les planchers, les plafonds, mais ensuite être frappés par des tables qui bougent et qui donc vont être censés transmettre des messages d'esprits extraterrestres qui prennent en main, si je puis dire, parce qu'ils n'ont pas de main, mais grâce à cette fameuse énergie fluidique, les tables et transmettre des messages. En France, les tables tournantes arrivent en 1853, enfin arrivent avec des guillemets, c'est-à-dire qu'il a fallu le temps que des transmissions écrites, de gens qui sont venus montrer, etc. Et donc Kardec, il s'appelait donc Rivail à cette époque, va s'intéresser à cela et va travailler avec des somnambules magnétiques. Donc c'est celles que j'ai décrites, et qui vont lui transmettre des messages des esprits, alors dire qu'elles lui transmettent des messages des esprits extraterrestres, et à partir de là, il va écrire un livre, le livre fondateur, il est d'ailleurs en vitrine en bas, le livre des esprits, qui est publié en 1857, qui est le fruit d'un dialogue donc entre Kardec, qui n'est pas médium, puisqu'il va appeler ces personnes, ces somnambules magnétiques, il va les appeler, lui, des médiums. Pour lui, il y a deux choses différentes. Les somnambules magnétiques, pour lui, le somnambulisme magnétique, ça existe, c'est un phénomène naturel. L'esprit sort du corps. Et donc, il voyage, mais c'est toujours la même personne. Simplement, votre esprit va se promener. Donc, il peut voir, évidemment. La médium ou le médium, c'est autre chose. C'est un esprit de l'extérieur. Donc un esprit extraterrestre, alors extraterrestre, ça peut être un esprit des morts, bon là c'est assez compliqué, mais bon, il faudrait, si vous me posez des questions, je pourrais éventuellement y répondre, qui rentre dans la personne et qui va prendre sa possession, donc parler par sa bouche, ou bien faire parler les tables, et plus pratique bien sûr, prendre sa main, et c'est la fameuse écriture automatique. Donc en état de modifié de conscience, les médiums écrivent, et elles écrivent des messages des extraterrestres. Et c'est comme ça que le livre des esprits a été écrit. Donc, vous voyez tout de suite que les deux figures vont se confondre. Voyante, somnambule, magnétique et médium. Si on regarde les textes, elles distribuent, comme maintenant les marabouts, des petits papiers. Là, somnambule, alors on a tout, professeur d'occultisme, le don du somnambulisme, médium, Madame Irma, parce qu'il y en a beaucoup aussi déjà, donc vous fera connaître votre avenir. Ces deux figures donc vont se confondre, médium, somnambule, médium, jusqu'à, encore une fois, à la Grande Guerre. Et là, on est vraiment dans la croyance, c'est-à-dire que c'est une religion. Et ça se diversifie encore parce que la médiumnité, c'est spirit, mais c'est aussi théosophique. Vous savez que vous savez, je ne sais pas, mais la théosophie, la société théosophique est créée par Madame Blavatsky, Hélène Blavatsky et Olcott, Steele Olcott en 1879, via l'Inde et le bouddhisme, ou plutôt l'hindouisme, pardon, excusez-moi. Donc là aussi, avec des composantes un peu différentes, mais qui croient aussi en la réincarnation. Et tout cela, donc, dans une composante de croyance importante, avec un moment de l'histoire qui a une grande complaisance pour le miraculeux. N'oubliez pas que c'est la grande période en Occident, enfin en Europe et en France en particulier, des apparitions de la Vierge. Il y en a 300 et quelques non reconnues, mais quelques grandes. La Salette, Lourdes, bien sûr, et puis Pontmain. C'est aussi l'apparition de la photo qui va poser beaucoup de problèmes. Cette apparition sous le daguerréotype, en lumière noire uniquement ou en lumière rouge, l'apparition de phénomènes. Donc cette photographie va inciter aussi à questionner l'invisible. Et donc tout cela va multiplier donc la figure de la médium, de la somnambule magnétique, de la voyante, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors on a quelques grandes voyantes, je vous en cite au moins 3, elles sont très connues. Henriette Couédon, qui se dit somnambule magnétique, et puis les deux grandes divas, c'est Madame de Thèbes et Madame Fraya.
hein, qui sont évidemment des surnoms. Alors elle travaille avec un peu le somnambulisme, mais surtout la trilogie classique, graphologie, chiromancie, astrologie. Et là, la graphologie commence aussi à apparaître, probablement aussi en lien avec l'écriture automatique. Et là, on est dans les années 1880. Cette voyance va essayer à nouveau, donc elle avait été tirée vers la croyance, va à nouveau essayer de s'inscrire dans le savoir. Et elle va commencer à se lier avec la psychologie. La psychologie est une science humaine, une discipline qui naît dans les années 1880, qui se dissocie de la philosophie. Et il va y avoir un certain nombre d'expériences pour essayer de comprendre ce que produisent ces femmes, et notamment Madame Fraya. Madame Fraya est une grande chiromancienne qui apparemment voyait plein de choses, hein, d'après ce qu'elle écrit. Et il y a un médecin, Nicolas Vasquide ou Vachide, les prononciations sont différentes, qui va travailler beaucoup avec elle et essayer de comprendre ce qui se passe, est-ce qu'on peut lire dans les lignes de la main. Binet aussi, Alfred Binet, va faire des expériences. Et Vachide va écrire un livre qui s'appelle La psychologie de la main, où il y a des chapitres entiers sur ces voyantes. Et on va chercher, donc, en cette fin du 19e et début du 20e, à voir s'il y a une action possible de l'esprit sur la matière, ce qu'on va nommer idéoplastie. Et on a toute une série là de scientifiques qui vont essayer de comprendre. Et là, on est plus dans le domaine du paranormal que de la voyance type Madame Irma. Des gens comme Charles Richer, que vous connaissez peut-être, qui est médecin, prix Nobel pour sa découverte de l'anaphylaxie, en 1913, je crois, juste avant la guerre, médecin sérieux s'il en est, va travailler sur ce qu'il appelle la métapsychie. Hein. Pour lui, c'est ce que nous on appelle le paranormal ou le parapsychologique. Hein. Tout ce qui est du côté probablement de la science, du normal, qui n'est donc pas du tout du côté de la croyance, mais qu'on ne sait pas, donc des phénomènes psychiques, des phénomènes physiques, qu'il cherche à classer, etc. Et en 1919, sous son influence, va être créé l'Institut métapsychique international, qui existe toujours à Paris et qui a un rôle tout à fait intéressant actuellement. Vous pouvez vous y rendre. Il y a aussi des recherches en Suisse, en Écosse, aux États-Unis et dans d'autres pays européens. Donc, il y a un intérêt très fort pour ces phénomènes et qui va, donc, par les savants, je dirais, et puis qui se diffuse de plus en plus dans le grand public. Et on va voir la presse s'en emparer. L'intérêt pour ces phénomènes va se retrouver dans la presse au tirage dorénavant massif. Vous savez que la grande période de la presse, c'est la fin du 19e, la belle époque. On a des tirages à plusieurs millions d'exemplaires des quotidiens. Et la presse va commencer à s'emparer au début du 20e. Le Matin, par exemple, qui est un des grands journaux de cette époque, va titrer un de ses 1er janvier 1902 sur les prophéties et donner la parole à un astrologue. Mais surtout, on va avoir peu à peu des prédictions régulières. C'est-à-dire, premier de lance, on commence à le voir. Prédictions régulières, ce sera surtout après la Grande Guerre. Les années 1925, dans le Petit Journal illustré, par exemple, il va publier des horoscopes donc toutes les semaines. Et puis, en 1932, on va avoir une rubrique astrologique qui va paraître régulièrement dans le journal de la femme. Bon, les femmes sont évidemment un public privilégié, enfin évidemment, c'est pas du tout évident, on pourrait revenir aussi. Et ce type de publication se diffuse donc aussi dans le monde anglo-saxon. Le Sunday Express la débute en 1930 et le phénomène s'amplifie et à partir de 1935, en France notamment, c'est Paris Soir qui va avoir une rubrique quotidienne titrée « La vie à Paris » avec un horoscope quotidien. Et là, c'est vraiment un basculement, c'est-à-dire qu'on a de la voyance au quotidien. Bon, maintenant, nous connaissons cela. Et donc, la voyance par l'astrologie connaît vraiment un renouveau dans ces années 30. Sans doute là aussi en lien avec toutes les transformations, sans doute aussi la Grande Guerre qui a mis quand même un peu à mal, si ce n'est beaucoup, l'idée de progrès.
Les découvertes peut-être aussi sur la matière, le temps et l'espace de Max Planck, d'Einstein, qui ont été rediffusées, même si elles ne sont pas comprises par la presse. La littérature et la peinture emportent la trace. Hein. Kandinsky est proche des théories ésotériques, Mondrian est théosophe, Breton et Soupeau, enfin tous les surréalistes vont travailler aussi du côté de la voyance. Nadja est publié en 1928. Et donc on a tout un courant là qui va s'intéresser à ces phénomènes. On va retravailler aussi la psychanalyse et surtout la psychanalyse jungienne qui est diffusée largement avec son concept d'inconscient collectif. Et dans ce contexte, l'astrologie va prendre une ampleur absolument énorme. On va parler de psychologie analytique jungienne, ça fait évidemment bondir, je pense, beaucoup de psychiatres. Et cette astrologie va être largement instrumentalisée. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on va avoir des deux côtés, aussi bien allemands, enfin de l'Axe que des Alliés, des horoscopes qui vont prédire à Hitler sa mort et qui vont prédire à Churchill sa mort, via Nostradamus d'ailleurs, donc toute une série d'horoscopes, et donc une participation active. On a aussi dans ce tournant, donc je vais vite, je suis là dans les années 50, le passage à la fameuse ère du Verseau, qui va donner lieu à toute une série une sorte d'eschatologie astrologique. L'ère du Verseau se situerait au commencement du XXIe siècle et elle correspondrait à l'entrée dans un stade supérieur du poisson, un stade supérieur de l'humanité. Tout va se transformer et l'humanité va avoir une évolution spirituelle et sociale tout à fait exceptionnelle. Donc on a là une explosion de l'astrologie. Bon, la voyance continue aussi en usant des supports traditionnels. Et les astrologues vont rénover donc leur discipline, comme je l'ai dit, en s'appuyant sur des disciplines nouvelles, scientifiques ou ascientifiques, donc psychanalyse, psychologie, psychanalyse jungienne. Il y a énormément de séminaires de psychanalyse jungienne, en Californie notamment, qui coûtent très cher d'ailleurs. Et puis, la caractériologie a été aussi à son tour convoquée par Elisabeth Tessier, l'astrologue que vous connaissez, lors de sa soutenance de thèse en 2001, soutenance de thèse de sociologie, situation épistémologique de l'astrologie à travers l'ambivalence fascination-rejet dans les sociétés postmodernes. Elle est docteure en sociologie. Bon, je ne discuterai pas là de la polémique des critères, peut-être Francesco Panesse pourra le faire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle se démarque, elle, de la psychologie et de la psychanalyse, et s'appuie sur, je cite, « L'astrologie en tant que système culturel cohérent a pour ambition de déchiffrer le réel à l'aide d'un référentiel universel et permanent, l'alphabet céleste du système solaire. Référentiel invariable et donc prévisible dans sa rigueur mathématico-astronomique. » Donc là, on revient, c'est mathématique, hein, on fait du calcul, un horoscope, vous avez dû en voir, c'est splendide d'ailleurs. Hein, on fait du calcul et donc c'est vrai. Et Elisabeth Tessier dit qu'elle n'est pas voyante. Elle n'est pas voyante et elle l'est, vous, aux gémonies. Hein, ce qu'elle dit des voyantes n'est pas gentil. L'astrologie prend de l'ampleur et ça passe à la radio. Le grand moment, c'est Madame Soleil, qui est son vrai nom. Hein, elle s'appelle Germaine Soleil. En 1970, elle a 1 heure d'écoute sur Europe numéro 1. C'est la première grande émission quotidienne hein, sur une grande radio d'écoute quand même. Alors ça fait scandale. Hein. Il y a toute une série de textes contre, enfin de lettres, etc. L'astrologie va aussi avoir une très très forte présence à la télévision. En 1975, Tessier fait une émission sur Antenne 2, Astralement Vôtre. En 80, une autre, La Légende des Ciels. On voit souvent Françoise Hardy aussi. Et puis, il y a une sorte de montée énorme entre 85 et 92. Je pourrais vous citer toutes les émissions, j'en ai visualisé pas mal à l'INA. C'est fabuleux, c'est-à-dire que l'astrologie, c'est vrai. Il y a des astro-bébés, des astro-chiens, des astro-chats. C'est à Dorothée, l'après-midi, Madame Soleil vient faire les horoscopes et la voyance donc des petits.
Et donc, ça semble aller de soi. On ne pose plus la question de la véracité. Elle semble aller de soi. Et on a, évidemment, je ne parle pas du cinéma, des séries. Vous connaissez X-Files, qui est assez formidable. Et puis, un feuilleton en 2004 sur TF1 s'intitulait Zodiac. Et si vous l'avez regardé, l'intrigue était autour d'un horoscope, qui jouait un rôle assez nodal. Enfin, j'ai regardé que la fin, mais c'était... Non, j'ai regardé un petit peu, mais j'ai eu du mal. Donc, je conclurai. Pour beaucoup, donc, la voyance et l'astrologie semblent anodines et ludiques. La lecture de l'horoscope, tient lieu d'amusement, de passe-temps. On débute sa journée par ça. Bon, on y croit ou on n'y croit pas. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, on se dit tant pis. Pourtant, il est des philosophes, et je me référerai là à Adorno, mais je suis plutôt d'accord avec lui. Ces croyances évitent à ceux qui les suivent d'agir et de prendre leurs problèmes personnels comme des problèmes sociaux et politiques à bras-le-corps. Et l'astrologie, estime-t-il, il a écrit plusieurs fois, mais il a écrit surtout dans les années 50, conduit à un enfermement dans le conformisme, voire à une soumission à cette autorité des astres, si rassurante justement par son objectivité apparente. Le propos de l'astrologue, en général, cherche à aider le lecteur, qui est d'ailleurs une lectrice, mais c'est toujours au masculin, avec le « vous » qui est neutre. Et l'astrologue semble tenir sûr que l'on est menacé, et il s'agit de nous rassurer. Dans l'ensemble, les rubriques promeuvent des attitudes conventionnelles, socialement conformistes. Roland Barthes, à la même époque que Adorno, dans les mythologies, écrit un petit chapitre qui s'appelle l'astrologie, et il dit « Les astres ne postulent jamais un renversement de l'ordre, ils influencent à la petite semaine, respectueux du statut social et des horaires patronaux. » Donc, l'astrologie, j'y ajouterai la voyance, parce que l'astrologie, maintenant, c'est vrai que c'est partout, masque peut-être une sorte de magistère moral. Les messages semblent rédigés à l'intention de gens dépourvus de conscience d'eux-mêmes, en quête d'un soutien. La voyance, donc, même si elle a d'autres supports, semble jouer un rôle équivalent. Et on a l'impression que l'existence d'un sujet dynamique, indépendant, et son affrontement à ces problèmes semble tout simplement impensable. Et j'ajouterais aussi peut-être que cela s'adresse quand même beaucoup à des femmes, même si actuellement les voyants masculins sont de plus en plus nombreux, même si la profession maintenant, en France au moins, de voyant est une profession libérale, il paie des impôts, et elle est donc reconnue par l'État, et cette profession se masculinise largement. Donc ces recours semblent un moyen de contournement de la réalité, peut-être de notre liberté, et il semble cependant si rassurant et si objectif. Voilà, j'ai peut-être été un peu vite, mais je ne voulais pas dépasser l'heure. Merci beaucoup.